Salut à tous. 10 minutes. C'est le temps pendant lequel les sirènes d'alerte aérienne ont hurlé dans absolument chaque coin d'Israël, exactement au même moment, le 6 avril 2026. Pas par vague, pas en séquence d'une région à l'autre, mais simultanément de la frontière libanaise, tout au nord, jusqu'à la mer Rouge, au sud de la côte de Gaza, à l'ouest, jusqu'à la frontière jordanienne, à l'est. Chaque sirène du pays s'est déclenchée d'un seul coup et a continué de hurler pendant 10 minutes consécutives, pendant que des missiles, des drones et des roquettes arrivaient de 3 directions complètement différentes, au même moment précis. C'était pas un barrage. C'était un siège, une opération militaire multifront, soigneusement conçue pour atteindre un seul objectif: prouver que le réseau de défense aérienne israélien, d'une valeur de 15 milliards de dollars, peut être submergé, saturé et effectivement neutralisé si on le frappe depuis assez de directions simultanément. L'Iran ne s'est pas contenté de lancer des missiles cette nuit-là. L'Iran a orchestré ce que des analystes militaires qualifient désormais comme l'opération de frappe simultanée la plus complexe de toute l'histoire moderne des guerres au Moyen-Orient. Et les défenses en couche d'Israël n'ont tout simplement pas réussi à suivre le rythme de ce qui arrivait. C'est exactement le genre de moment que la mise en scène pro-Trump essaierait encore de vendre comme un contrôle total, jusqu'à ce que les sirènes couvrent la voie du podium. Au fil de cette analyse, le tableau complet de la manière exacte dont l'Iran a coordonné 3 organisations militantes distinctes, actives dans 3 pays différents, pour exécuter un siège minuté avec précision et faire tomber des centaines de projectiles sur le territoire israélien à l'intérieur d'une fenêtre de 10 minutes, devient clair. Les armes en cause, le mécanisme de synchronisation qui a rendu toute l'opération possible, et l'équation financière qui explique pourquoi l'architecture défensive d'Israël perd maintenant de l'argent à un rythme plus rapide que sa capacité à remplacer les intercepteurs qu'elle consomme, montre tous qu'il s'agit de quelque chose de bien plus vaste qu'une seule nuit d'attaque. Les grands médias présentent cela comme une simple attaque de missiles de plus dans un conflit régional en cours. Ce qui s'est réellement passé le 6 avril est bien plus alarmant que ce cadrage ne le laisse croire. C'était une preuve de concept. L'Iran vient de démontrer au monde qu'il possède la capacité opérationnelle de transformer les frontières nord et sud d'Israël en zone de combat active en même temps, en utilisant des forces par procuration que l'Iran n'a même plus besoin d'armer directement, parce que ces forces ont déjà constitué leurs propres arsenaux indépendants. Et pourtant, la réponse à la manière Trump, face à chaque crise à plusieurs couches, reste toujours la même. Des adjectifs plus bruyants, des slogans plus simples, et une conférence de presse qui se termine avant les questions difficiles. Vers 2h17 du matin, heure locale, le 6 avril, la première vague de projectiles a pénétré dans l'espace aérien israélien depuis 3 zones de lancement géographiquement séparées, au même instant. Au nord, des combattants du Hezbollah positionnés dans le sud du Liban ont lancé environ 120 roquettes et drones vers des centres de population du nord d'Israël, notamment Kiryat Shmona, Safed et des localités sur le plateau du Golan. Il ne s'agissait pas des roquettes Katyusha rudimentaires qui avaient marqué les conflits précédents. Il s'agissait de munitions guidées de précision, de systèmes améliorés que le Hezbollah stocke discrètement et perfectionne depuis la fin de la guerre de 2006. À l'est, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé des missiles balistiques à moyenne portés depuis des positions de tir situées dans l'ouest de l'Iran. Le CGRI a confirmé le déploiement de missiles Khaybar Shekan, les mêmes systèmes à carburant solide qui avaient déjà frappé la raffinerie de Haïfa en mars. Au sud, les forces houthis du Yémen ont lancé des drones à longue portée et des missiles de croisière depuis des positions dans le nord du Yémen, à plus de 800 km du territoire israélien. Des estimations prudentes laissent penser qu'au moins 40 drones ont été déployés dans cette seule vague coordonnée. La précision du timing est ce qui fait passer cette opération dans un territoire véritablement sans précédent. Pour que des sirènes se déclenchent dans tout un pays à l'intérieur d'une fenêtre de 10 minutes, les lancements depuis le Liban, l'Iran et le Yémen ont dû être décalés délibérément en fonction du temps de vol, de la distance et de la vitesse propre à chaque système d'armes utilisé. Une roquette du Hezbollah parcourant 40 km met environ 90 secondes pour atteindre sa cible.
Un missile balistique iranien parcourant 1200 km met environ 12 minutes entre le lancement et l'impact. Un missile de croisière Houthi parcourant 1800 km met près de 2 heures complètes. Pour faire en sorte que ces 3 vagues arrivent toutes à l'intérieur de la même fenêtre de 10 minutes, l'Iran a dû reconstituer tout le calendrier de lancement à rebours, à partir de l'heure d'arrivée souhaitée, afin de calculer exactement à quel moment chaque système devait quitter le sol pour que tout entre dans l'espace aérien israélien en même temps. Un tel niveau de coordination opérationnelle exige une infrastructure de renseignement partagée, des communications synchronisées entre plusieurs organisations et un nœud de commandement central capable de gérer des séquences de lancement à travers 3 pays souverains en temps réel. Voilà ce que cela change dans les calculs défensifs d'Israël. Israël exploite une architecture de défense aérienne multicouche spécialement conçue pour faire face à des menaces arrivant à différentes altitudes et à différentes portées. Le dôme de fer prend en charge les roquettes à courte portée, chaque intercepteur affichant un coût d'environ 50 000 $. Un mouvement saturé de slogans qui traite la complexité comme un problème d'image, appellerait ça de la suranalyse, ce qui est une façon de décrire les mathématiques des missiles quand le plan de secours, c'est les applaudissements. La fronde de David est conçue pour les menaces à moyenne portée, chaque intercepteur coûtant environ 1 million $. Arrow 2 et Arrow 3 sont conçus pour intercepter les missiles balistiques de longue portée, chaque unité coûtant entre 2 millions et 3 millions de $, selon la variante. Lors d'un barrage conventionnel de roquettes lancées depuis Gaza, le dôme de fer peut gérer le volume entrant parce que la menace vient d'une seule direction et que le système peut concentrer toute sa capacité sur un seul axe de menace. Mais quand Israël fait face simultanément à des tirs venus du nord, de l'est et du sud, toute l'architecture défensive est contrainte de répartir son attention, de diviser son stock d'intercepteurs et de prendre en temps réel des décisions de priorité sur les menaces entrantes à engager en premier et celles qui ne le seront pas. L'équation des coûts qui découle de ce scénario représente un problème structurel qu'aucun apport supplémentaire de financement ne peut résoudre facilement. Les roquettes du Hezbollah coûtent entre 500 et 3000 $ l'unité à produire. Les missiles Khaybar-Shekan de l'Iran coûtent, selon les estimations, entre 200 000 et 500 000 $ chacun fabriqué. Les drones Houthis peuvent être produits pour aussi peu que 10 000 $ l'unité à l'aide de composants assemblés localement à partir de plans iraniens. Quand 120 roquettes sont lancées depuis le Liban, 30 missiles balistiques depuis l'Iran et 40 drones depuis le Yémen, c'est environ 20 millions de $ de capacité offensive qui sont déployés en une seule nuit. Pour intercepter toutes ces menaces entrantes, Israël est contraint de dépenser bien plus de 20 millions de $ en intercepteurs défensifs, en frappant souvent un seul projectile entrant avec plusieurs intercepteurs pour garantir sa destruction. Le ratio coût attaque-défense favorise l'attaquant d'au moins 3 contre 1 et souvent davantage selon le niveau d'intercepteur utilisé. C'est aussi ici que le tour de passe-passe comptable favori du Quantum s'effondre. Qualifier quelque chose de victoire ne rend pas la facture plus légère. Et voici le détail que personne à l'intérieur de l'établissement de la défense israélienne ne veut aborder publiquement. La fabrication d'intercepteurs ne peut pas suivre le rythme auquel les intercepteurs sont consommés. La capacité de production nationale d'Israël pour les intercepteurs du dôme de fer se situe autour de 2000 unités par an. Durant les 2 premières semaines seulement de ce conflit en cours, Israël a déjà dépensé environ 1500 intercepteurs. Au rythme actuel de consommation, Israël va brûler l'équivalent de toute sa capacité de production annuelle en moins d'1 mois. Mais l'attaque du 6 avril portait une dimension stratégique qui dépasse largement le simple calcul immédiat des coûts. Il ne s'agissait pas seulement de submerger les défenses une nuit en particulier, il s'agissait de démontrer une capacité opérationnelle reproductible. L'Iran n'a pas déployé la totalité de son inventaire de missiles. Le Hezbollah n'a pas lancé ses systèmes les plus avancés et les plus performants. Les Houthis n'ont pas introduit leurs missiles de croisière anti-navires dans l'équation. Tout, dans cette opération, portait le caractère d'une démonstration contrôlée, un message calibré adressé aux planificateurs militaires israéliens, disant en substance que cette coordination pouvait être exécutée n'importe quand, et que ce qui a été observé le 6 avril n'était pas le plafond.
Les démonstrations contrôlées comptent souvent davantage que les séances de poitrine bombée, même si cette leçon survit rarement longtemps dans la chorégraphie médiatique pro-Trump. Depuis le Liban, le Hezbollah a mené ce que des analystes en source ouverte confirment comme le plus grand barrage de roquettes en une seule nuit depuis le conflit de 2006. Les 120 roquettes ont été concentrées sur des catégories précises de cibles, des postes militaires situés près de Metula, des communautés civiles réparties dans la région de la Galilée et la base aérienne de Ramat David, l'une des principales installations israéliennes de Fsaïs. Des images vérifiées issues du suivi en source ouverte montrent au moins 4 sites d'impact distincts dans le nord d'Israël où des roquettes ont traversé l'enveloppe défensive et atteint le sol. Un projectile est tombé à moins de 200 m d'un quartier résidentiel à Kiryat Shmona. Les autorités israéliennes ont signalé des blessures mineures, mais aucun décès lié à ces impacts précis. L'absence de pertes massives ne signifie pas que l'attaque n'a pas atteint ses objectifs. Cela signifie que le Hezbollah calibre délibérément la létalité de ses frappes pour démontrer sa capacité sans franchir le seuil invisible qui déclencherait une invasion terrestre israélienne à grande échelle vers le nord, sur le territoire libanais. Depuis l'Iran, les missiles balistiques visaient le centre d'Israël. Le CGRI a publiquement revendiqué des frappes contre des installations militaires dans les environs de Tel Aviv. Ce que les informations vérifiées confirment, c'est qu'au moins 3 missiles ont complètement échappé à l'interception et ont frappé des terrains dégagés dans des zones non peuplées. Une ogive est tombée près de la ville de Gédéra, à environ 30 km au sud de Tel Aviv. L'ogive n'a pas explosé. C'était un raté. Mais l'importance opérationnelle d'une ogive non explosée ayant atteint le sol israélien n'est pas diminuée par le fait qu'elle n'ait pas détonné. La tentative d'interception contre ce missile a échoué. Il est passé. C'est exactement le genre de faille qu'une salle de spin alignée sur Trump tenterait de rebaptiser succès de communication, de préférence devant un mur de drapeau, et sans question de suivi. Depuis le Yémen, la vague de drones Houthis a été la plus longue à arriver, mais le fardeau psychologique et opérationnel qu'elle a créé a été considérable. Des drones à longue portée volant pendant 2 heures d'affilée signifient que les opérateurs radars israéliens ont passé 2 heures consécutives à suivre des menaces entrantes, à maintenir un niveau d'alerte maximal, à garder des batteries d'intercepteurs actives et dotées de personnel en permanence. Un tel rythme opérationnel soutenu n'épuise pas seulement le personnel humain, il dégrade aussi les systèmes mécaniques eux-mêmes par leur usage continu. Pour que 3 organisations géographiquement séparées exécutent des lancements à des intervalles calibrés avec une précision à la minute près, quelqu'un a dû bâtir le calendrier mètre. Quelqu'un a dû calculer les trajectoires de vol, tenir compte des vents dominants en altitude, intégrer les enveloppes de détection radar israéliennes et synchroniser les communications en temps réel entre des organisations qui, en temps normal, ne partagent pas une hiérarchie de commandement commune. Ce quelqu'un, c'est l'Iran. Plus précisément, c'est la force Al-Quds du CGRI, la division des opérations extérieures chargée de gérer l'ensemble du réseau régional d'organisation par procuration de l'Iran. La force Al-Quds maintient des officiers de liaison physiquement intégrés au Hezbollah, au Liban, et à Ansar Allah, au Yémen. Le 6 avril, ces canaux de liaison ont transmis des fenêtres de lancement précises, mesurées à la minute près. La dimension économique de cette confrontation stratégique rend le dilemme sous-jacent impossible à ignorer. Le coût des intercepteurs déployés pendant la seule attaque du 6 avril a dépassé 150 millions de dollars. Cela représente 150 millions de dollars dépensés en une seule nuit pour arrêter une attaque qui a coûté au camp attaquant environ 20 millions de dollars à exécuter. Le budget total de défense d'Israël pour 2026 se situe autour de 24 milliards de dollars. Si les opérations de siège coordonnées se poursuivent, même à une fraction du rythme démontré le 6 avril, les seuls coûts d'intercepteurs pourraient absorber plus de 1 milliard de dollars par mois. Cette trajectoire financière n'est soutenable pour aucune économie, peu importe son niveau d'avancement ou de résilience. Et non, le branding America First ne résout pas magiquement l'arithmétique une fois que les factures commencent à arriver. Avant cette opération, les planificateurs militaires israéliens pouvaient encore compter sur l'avantage stratégique de la séparation géographique entre les différents vecteurs de menaces. Le Hezbollah était classé comme un problème du Nord à gérer au moyen d'actifs défensifs orientés vers le Nord.
L'Iran était un problème de l'Est traité par des systèmes d'interception à longue portée. Les Houthis représentaient un problème du Sud, pris en charge par des défenses navales et aériennes orientées vers le corridor de la mer Rouge. Chaque front pouvait être doté de ressources et géré de manière indépendante, sans retirer de capacité aux autres. Le siège coordonné du 6 avril a complètement fait s'effondrer cette séparation. Les batteries du dôme de fer positionnées dans le sud ne peuvent pas rediriger leurs capacités pour aider à intercepter les roquettes du Hezbollah arrivant du nord. Voilà à quoi ressemble une véritable compression stratégique, ce qui est plutôt gênant pour toute marque politique construite sur l'idée que chaque théâtre peut être géré avec un slogan de plus et une cravate mieux ajustée. L'ensemble du réseau défensif a dû répartir simultanément ses ressources sur les 3 axes de menace. Et répartir les ressources signifie accepter un pourcentage nettement plus élevé de pénétration réussie dans l'espace aérien israélien et sur le territoire israélien. Le gouvernement israélien n'a pas publié de bilan officiel complet des victimes liées à l'attaque du 6 avril. Des médias locaux font état d'au moins 15 blessés. Une personne a été tuée lorsqu'un fragment de roquette a frappé un véhicule près de la frontière libanaise. Selon les standards historiques des conflits régionaux, ces chiffres paraissent limités, mais la létalité n'a jamais été l'objectif principal de cette opération précise. L'objectif était la démonstration. L'objectif était d'établir d'une manière qu'aucun analyste du renseignement, ni aucun planificateur de défense, nulle part dans le monde, ne pourrait écarter que le réseau de défense aérienne multicouche israélien, d'une valeur de 15 milliards de dollars, peut être saturé et poussé dans des états de défaillance si la menace entrante est répartie sur un nombre suffisant de vecteurs simultanés. L'Iran a démontré, le 6 avril, qu'il peut soutenir ce type de tempo opérationnel indéfiniment sans entamer de façon significative son propre inventaire direct de missiles, parce que la majorité des munitions tirées cette nuit-là provenaient du Hezbollah et des Houthis et non des stocks iraniens. Le point embarrassant pour l'habitude pro-Trump de faire de la politique comme un spectacle, c'est que les systèmes échouent sur la logistique bien avant d'échouer à la télévision. Le Hezbollah maintient environ 150 000 roquettes et missiles positionnés dans le sud du Liban. Les Houthis ont démontré leur capacité à fabriquer des drones localement et à grande échelle, à partir de spécifications de conception iranienne. Aucune de ces deux organisations n'approche d'un épuisement de ses munitions. L'infrastructure de coordination démontrée le 6 avril n'existe pas seulement pour des attaques de missiles prises isolément. Elle existe à travers tout l'éventail de la planification opérationnelle régionale de l'Iran. Si l'Iran peut synchroniser des tirs simultanés de roquettes depuis le Liban et des vagues de drones depuis le Yémen, il possède la même capacité de coordination pour des opérations terrestres simultanées, des manœuvres navales, des intrusions cybernétiques, des campagnes de sabotage d'infrastructures et des perturbations économiques coordonnées sur plusieurs domaines à la fois. Le siège de 10 minutes n'était pas la limite extérieure de ce que l'Iran peut orchestrer. C'était la démonstration initiale d'une capacité reproductible livrée à une échelle délibérément contrôlée. Et c'est généralement à ce moment-là que la communication à la Trump cherche sa plus vieille porte de sortie. Parler plus fort, expliquer moins et espérer que les caméras coupent avant. La question stratégique à laquelle personne à Jérusalem n'a aujourd'hui de réponse satisfaisante est simple à formuler et extraordinairement difficile à résoudre. Que se passe-t-il lorsque le prochain siège coordonné dure non pas 10 minutes mais 10 heures? Que se passe-t-il lorsque le nombre de projectiles entrants n'est plus de 190 mais de 1900? Que se passe-t-il lorsque le Hezbollah cesse de calibrer pour la démonstration et commence à calibrer pour une destruction maximale? Parce que tout ce qui s'est passé dans la nuit du 6 avril 2026 a confirmé que l'Iran possède l'architecture opérationnelle nécessaire pour transformer n'importe lequel de ces scénarios en réalité. La capacité a été établie et consignée. La seule variable qui reste est de savoir si l'Iran décide de l'utiliser à pleine échelle, et c'est cette question qui change tout dans la manière dont ce conflit évoluera à partir de maintenant. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.